ANEB, le balado d'aide aux proches, vous est offert en collaboration avec ANEB et le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes. ANEB est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission de garantir une aide immédiate, spécialisée et gratuite aux personnes atteintes d'un trouble alimentaire et leurs proches depuis plus de 35 ans. Bonjour, je m'appelle Sophie Azisto et je suis l'animatrice du balado d'ANEB pour l'aide aux proches et maman d'une jeune femme qui souffre d'un trouble alimentaire. Tout au long de la série, en compagnie de Josée Champagne, directrice générale d'ANEB, nous recevons des spécialistes des troubles alimentaires. Nous recueillerons des témoignages et partagerons des outils dans le but premier de soutenir les proches. En comprenant mieux la maladie et ses enjeux, les proches seront plus aptes à soutenir la personne atteinte d'un trouble alimentaire et réunir les conditions favorables à sa guérison. Dans cet épisode, nous parlons de proche aidance, un rôle essentiel mais souvent peu reconnu. Nous pouvons définir la proche aidance par le fait de soutenir une personne de son entourage qui vit une situation de fragilité, qu'il s'agisse d'une maladie, d'un trouble de santé mentale, d'une perte d'autonomie ou d'une période difficile. Ce soutien peut prendre plusieurs formes, que ce soit émotionnel, pratique ou même financière. Être proche aidant, c'est offrir de son temps, de son énergie et de soi-même, souvent sans préparation ni accompagnement. C'est un rôle qui est profondément humain, mais aussi exigeant, qui peut parfois amener à s'oublier. Dans cet épisode, accompagné de Valérie Fortier, nous allons explorer cette réalité avec sensibilité. Les défis qu'elle pose, les limites qu'il faut apprendre à reconnaître, les ressources qui peuvent aider à préserver l'équilibre entre prendre soin de l'autre et prendre soin de soi. Valérie Fortier, clinicienne en psychologie chez Arborescence depuis 2015, a débuté comme intervenante psychosociale. Elle a rapidement développé une expertise en troubles de la personnalité, occupant ensuite le poste de coordinatrice clinique de l'équipe d'intervention psychosociale. Aujourd'hui, Valérie participe à des projets de soutien pour l'entourage de personnes atteintes d'un problème de santé mentale. Bonjour Valérie, salut Josée. Salut Sophia. Valérie a un sujet qui nous touche, qui va particulièrement toucher les gens qui nous écoutent aujourd'hui, la proche aidance. Toi, tu es chez Arborescence. Oui. Valérie, tu travailles là depuis longtemps. C'est quoi Arborescence? Puis parle-nous-en, s'il vous plaît, pour les gens qui ne connaissent pas. D'ailleurs, moi, je ne connaissais pas non plus. Oui, mais Arborescence, en fait, c'est un organisme communautaire. Ça a quand même 45 ans de vie, OK. Arborescence. Donc, c'est pas... on date, mais après, c'est sûr qu'on a beaucoup évolué au travers les années. Donc, il y a 45 ans, c'était des parents qui s'étaient réunis ensemble pour dire, hey, on devrait trouver une façon de s'aider. Fait qu'on va créer comme un collectif. Ben oui, à peu près dans les mêmes années. Donc, c'est parti d'une initiative de parents pour exact. soutenir d'autres parents. Puis, il faut le dire, c'est pour les proches de personnes atteintes avec un enjeu de santé mentale. Exact. Fait que c'est vraiment... Oui, c'est de la proche aidance, mais au niveau de la santé mentale. Donc, la mission d'Arborescence, c'est de soutenir, accompagner les membres de l'entourage d'une personne qui vit avec des enjeux de santé mentale, que ça soit diagnostiqué ou pas. Okay. On travaille à partir des manifestations. Oui, c'est ça. On veut vraiment partir du vécu des proches plutôt que d'un diagnostic précis. Fait qu'on parle de ce qu'ils vivent dans le quotidien, de leurs défis avec la personne qu'ils accompagnent et qui a des manifestations, des symptômes associés à la détresse émotionnelle et psychologique. Puis, ce qu'on sait de la proche aidance, c'est un équilibre fragile. Mm-hmm. La personne veut être là pour sa proche qui souffre, Mm-hmm. mais comment tu peux soutenir sans te perdre dans tout ça? C'est quoi vos observations? Mm-hmm. C'est là que vous êtes là pour soutenir les personnes proches. Peut-être, j'ai 2 questions là-dedans, en fait. Les observations au niveau des proches et aussi comment vous les soutenez de votre côté, parce que les autres aussi ont besoin de soutien. Tout à fait. Bien, ce qu'on observe d'abord, c'est vraiment un niveau d'impuissance et d'épuisement assez important. Souvent, les gens qui viennent vers Arborescence, ça fait longtemps que ça dure. C'est pas une problématique qui est nouvelle. Ça fait longtemps que c'est difficile avec leurs proches, que ça soit là, un conjoint, une conjointe, que ça soit leur enfant, leurs parents, la fratrie, des amis. Ça fait un bout, puis ils ont essayé,
de trouver par eux-mêmes des façons d'être en relation, de s'adapter, de trouver des solutions pour soutenir, pour aider la personne qui va pas bien. Mais rapidement, se sont rendus compte que Ils n'y arrivent pas. Non. Puis ça, à la longue, ça génère de l'épuisement, l'impuissance qui naît de l'impression de je sais pas comment faire. Quoi faire. Et j'imagine que c'est ça. Ils attendent d'être à un niveau vraiment où est-ce qu'il y a une grande fatigue pour vous contacter quand tu es complètement dépassé. Il faut dire que l'approche aidance en santé mentale, ça a quand même ses propres enjeux que de l'approche aidance pour quelqu'un qui a un problème physique, où là, tu vas devoir comme peut-être l'aider, la soutenir dans faire des courses pour elle ou l'amener à des rendez-vous ou être plus présente. Mais dans la santé mentale, il y a toutes les inquiétudes, le support où est-ce que la personne peut être désorganisée, il y a des crises aussi. Alors, tout un autre niveau de proche aidance. Comment vous intervenez comme ça, vous? Oui. On va parler beaucoup de ce qui est la charge émotionnelle, du fardeau émotionnel. Parce que c'est vrai que pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de demandes qu'on a chez Arborescence, c'est pas tant que je donne beaucoup de mon temps en termes d'heures ou que j'ai des lifts à faire ou des rendez-vous médicaux. C'est plus, j'ai toujours peur. Je suis en hypervigilance. À chaque fois que mon téléphone sonne, je me demande si c'est pas passé quelque chose. C'est des conflits, des crises. Donc, c'est vraiment plus la charge émotionnelle qui prend de l'espace chez la clientèle qu'on rencontre. Et nous, notre façon des accompagner, mais c'est de différentes façons, évidemment, mais toujours, ce qui est central, c'est vraiment l'accueil du vécu. Parce que souvent, les proches se sentent... puis je nomme pas ça pour mettre la faute sur le réseau ou le soutien public, si on veut, dans la santé. Mais c'est que souvent, parce que la personne vivant avec les enjeux de santé mentale, elle est au centre du soutien, les proches se sentent invisibles. C'est comme si leur détresse est invisible. Oui, ou on entend des fois que parce que l'autre, le proche qui a l'enjeu de santé mentale souffre tellement que c'est comme si eux autres, leur souffrance est moindre. Ils ne devraient pas en parler parce que c'est pas comparable, alors qu'ils peuvent vivre une très grande souffrance. Importante. Oui. Ah oui, la souffrance peut être très, très importante. Donc, nous, juste d'accueillir ça, de créer un espace où ça peut être déposé, où ils peuvent exister à travers leur propre souffrance, ce qui est peu le cas quand ils sont à l'extérieur de nos bureaux. Donc, nous, c'est d'abord offrir cet espace-là. Puis ensuite, c'est sûr qu'on va aller travailler certains éléments de la relation. On va aller aborder la communication, les limites, la responsabilisation, la compréhension de l'enjeu de santé mentale. Donc, il y a plein de petites portes qu'on peut ouvrir, mais l'important, c'est que ça fasse sens pour la personne qui est en face de nous. Puis ça, c'est très différent d'une personne à l'autre et d'un rôle à l'autre. Tu sais, un conjoint, mais c'est pas pareil qu'un enfant puis qu'un parent. Ça n'a pas les mêmes implications dans la relation. Fait qu'on va aussi s'adapter non seulement à l'enjeu de santé mentale de leurs proches, mais aussi au rôle qu'ils ont par rapport à cette personne-là. J'imagine que c'est ça, c'est toute une distinction à faire, là. C'est comme le rôle, juste un parent qui va se sentir, qui doit être beaucoup plus impliqué. Ça m'amène à penser la distinction des fois, dans l'approche aidance, il faut accepter une mesure d'un certain lâcher-prise. Puis le lâcher-prise, c'est pas d'arrêter d'être là, d'être présent pour la personne qui souffre. Comment est-ce que vous composez avec ça? Puis, est-ce que c'est moi qui me trompe quand j'aborde ce point-là? Non. Non. Il y a comme 3 grandes thématiques qui sont un peu des thématiques des fois, on n'ose pas. On sait qu'ils sont là, puis on sait qu'il faut qu'on traverse ces processus-là, mais comme membre de l'entourage, on n'ose pas aller là. Puis nous, c'est un peu notre travail de les remettre de l'avant. Les 3 thématiques, c'est beaucoup l'acceptation, le lâcher-prise et le deuil. C'est ça, c'est comme des deuils blancs, on dirait. Parce que c'est des deuils blancs. Oui, il y a des deuils blancs. Puis ça, c'est des processus. Moi, je disais à la clientèle que je rencontrais, c'est pas vrai là, qu'aujourd'hui, là, dans notre rencontre, on va accepter ce qui se passe. Ça va être fait. On l'a accepté. C'est pas vrai qu'on va lâcher prise ensemble puis qu'on va bien vivre avec ça. Puis c'est pas vrai qu'on aura fait notre deuil. Le mot « faire », on va peut-être en reparler tantôt, mais c'est un piège des fois parce que on est beaucoup dans le faire. On est une société qui sommes beaucoup dans le qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les solutions qui sont à ma disposition? Et on oublie d'être dans le être. Comment je suis dans la relation? Comment je traverse un deuil? Comment je traverse un processus d'acceptation? Comment je traverse un processus de lâcher prise? Plus
que comment je le fais. C'est bien, la distinction, j'aime ça. Je pense que c'est important, comme tu dis. Puis vous travaillez avec les proches pour qu'ils arrivent à être dans le être plus que dans le faire. Ouais. C'est vrai, hein, quand on est dans la prochaine danse, on est beaucoup comme... Peut-être un mécanisme aussi de réaction, survie, d'être dans le être. OK, là, il faut que je fasse ça, je vais faire ça pour la soutenir, là, je vais faire ça, là, je vais contrôler. Surtout dans les troubles alimentaires, hein. Josée, tu vois que tu dis oui. Supposons, je vais parler comme en tant que parent, parce que ça, c'est mon expérience. Contrôler les repas, essayer de divertir la personne après les repas parce que c'est un moment de grande anxiété pour elle. Fait que t'es toujours dans le faire, puis t'as pas beaucoup de temps pour prendre un pas de recul puis dire, ouais, comment je suis dans tout ça. C'est ça, c'est ton observation. Non, oui, absolument. Les gens, comme tu disais, ils s'épuisent là-dedans. Là. Ils veulent vraiment y mettre la personne qui a le problème en santé mentale autour de leur univers. Là. Puis tout est centré sur ça, puis sur la personne, puis très peu sur qui je suis, puis qu'est-ce que je fais pour moi. Puis il y a peut-être un sentiment de culpabilité aussi de se prendre du temps pour soi. Ouais. Comment tu t'accordes du temps pour soi quand tu es en situation de crise? On a même donné déjà le conseil de prendre soin de son couple parce que les troubles alimentaires, c'est pas des sprints, c'est souvent des marathons, même des ultramarathons. Fait que si tu épuises ton énergie au départ, tu t'offres pas la bronne. Je me permets l'expression québécoise, c'est carrément ça. Donc, comment tu gères ton énergie pour durer dans le temps, pour être là pour la personne sans te perdre? C'est quoi les outils que vous allez proposer dans un cas comme ça, Valérie? C'est sûr que c'est intéressant que tu as amené la culpabilité parce que la culpabilité, là, c'est l'émotion réparatrice. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. OK, ouais. je suis Ils ont tout curieuse. un chapeau, mais la culpabilité, c'est une émotion hyper importante relationnellement parce que c'est l'émotion réparatrice des liens. Quand je me sens coupable, qu'est-ce que je vais être amenée à faire, à vouloir réparer, compenser, en faire plus? Parce que c'est ce que la culpabilité, elle me dit, oh, t'as fait quelque chose de pas correct ou t'en fais pas assez, donc fais-en plus. Okay. C'est une émotion réparatrice. Elle éloigne aussi dans des enjeux de proche aidance. Plus je ressens de la culpabilité, plus je m'éloigne de mes propres besoins, de mes propres limites, parce que je suis en mode, je suis focusée sur l'autre et je dois réparer ce qui est devant moi. Et je m'oublie moi. Puis je m'oublie moi. Un mécanisme de protection. C'est un. Ben oui. Puis c'est pour ça que, tu sais, comment qu'on accompagne des proches, ben c'est d'abord par comprendre la fonction de la culpabilité. Tu vois, après toutes ces années-là, je viens de voir la culpabilité sous un autre sens. Tu amènes la notion de réparation parce que les proches, ce qu'ils font, c'est tenter de réparer quelque chose, alors que c'est pas à toi. Tu peux accompagner, tu ne pourras pas réparer. Ça, je l'ai appris à mes dépens, mais c'est une distinction. C'est long pour un proche de comprendre cette distinction-là. Très, ouais. Oui, et c'est légitime et c'est normal et c'est correct de le ressentir. T'sais, ça aussi, dans l'accueil, en tout cas, dans notre vision chez Arborescence, on ne veut pas nourrir la culpabilité en disant, ben vous ne devriez pas vous sentir comme ça. Je suis maman moi-même, je ne vais pas apprendre à un parent à ne pas se sentir coupable. Là. C'est comme je serais... Non, c'est impossible. On se met automatiquement en échec. Donc, l'idée, c'est pas... Nous-mêmes, on ne prend pas une posture de réparation parce qu'on veut pas renvoyer l'image, on veut ce qu'on nomme. Comme oui, on veut incarner, on veut incarner le être et le changement plus dans l'aspect relationnel que dans le faire et dans la réparation et dans la solution. Mais c'est tout à fait normal et valide qu'au départ, un membre de l'entourage soit dans cette posture-là. Il y a besoin de se sentir utile. Il y a besoin d'avoir des informations. Il y a besoin d'amener un changement concret. Mais à la longue, le constat est que je suis impuissant. Oui. Et à force de lutter contre cette impuissance-là, je m'épuise. Et là, j'arrive chez Arborescence. Puis là, c'est là que vous les accueillez dans un très grand moment de vulnérabilité. Tout à fait. Puis là, il y a comme, sans vouloir les réparer, il y a un grand besoin de soutien à ce moment-là. Mais ce que j'entends, c'est que vous validez, dans le fond, juste de se faire valider dans ce qu'on ressent, ça doit être énormément apaisant. Ou en quelque part, tu as besoin de... C'est aussi dans les groupes de soutien chez Annelle pour les proches. Josée, je pense qu'une grosse portion, c'est de ça. Oui, tout à fait. Puis aussi, je ne sais pas si c'est chez Arborescence, vous faites des groupes, mais c'est sûr que quand les proches arrivent en groupe puis voient « je suis pas seule », exact. c'est très...
C'est ça. C'est puissant. C'est absolument. Ouais. De voir que je ne suis pas seule puis qu'il y a quelqu'un qui partage des choses semblables à moi ou la même impuissance. C'est très... Mais tu brises l'isolement. Tu brises l'isolement, en effet. Exact. Puis tu es validé parce que là, tout le monde parle un peu de comment ils se ressentent, puis tu te rends compte qu'eux autres aussi, ils sentent ça. Mais le fait qu'il y ait d'autres gens qui le ressentent, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont passé par là puis s'en sont sortis aussi. Il y a un message, tu peux le voir comme il y a un message d'espoir derrière tout ça. Mm-hmm. Parce que quand tu es tout seul à avoir l'impression de vivre quelque chose, c'est là que tu peux dire, comme tu connais pas l'issue, y en a-tu une issue positive à la fin de tout ça? Mm-hmm. Bref, le pouvoir de ce... Du bris de l'isolement. Du bris de l'isolement, tellement important, surtout en santé mentale. Je pense que la proche aidance, on en parlait au tout début, là, avant l'enregistrement, malheureusement, ou heureusement, a pris beaucoup... Il y a eu un avant et un après pandémie. Mm-hmm. On le voit énormément chez Aneb aussi, Absolument. on en parlait. Les demandes d'aide n'arrêtent pas d'augmenter, la sévérité des cas. Et par le fait même, ça doit se répercuter sur les proches. Ça ressemble à quoi en 2025 puis 2026? Ouf. Le portrait n'est pas hyper joyeux, honnêtement. Même si j'aimerais pouvoir répondre autre chose, c'est pas représentatif, du moins de la réalité chez Arborescence. On a vu une augmentation importante des demandes dans notre volet pour les parents de personnes jeunes. Donc, les parents d'un notre clientèle jeune... à nous, parce qu'on a beaucoup de jeunes. On n'a pas juste des jeunes, mais on a beaucoup de jeunes qui souffrent d'un trouble alimentaire de plus en plus jeunes. Oui, mais ça, là, on a vu vraiment une augmentation importante des demandes. Le fait de se retrouver confiné, seul en famille. Ça l'a fait exploser aussi. Oui, puis la détresse... tu veux dire, mais pas à cause de... C'est ça, qu'on se retrouve seul à cause de la problématique qui nous isole. Oui, en plus. Puis là, il y a la pandémie, fait qu'on est obligé. Et là, les conflits, puis les relations, puis les tensions, là, on n'a plus de... Il n'y a plus de moyens d'évitement, là. On est ensemble dans une maison et on ne peut plus aller à l'extérieur. On peut plus... c'est sûr. Sauf que la pandémie étant finie depuis déjà quelques temps, ce qu'on voit, c'est que ça a eu des effets. Ça l'a pas... C'est pas revenu. Chaque année, ça n'arrête pas d'augmenter. Ouais. On pensait que c'était facile de l'expliquer pendant la pandémie, mais qu'il y aurait eu un ressac après, ça aurait diminué au chiffre qu'on voyait avant pandémie. Mais ce qu'on voit, c'est que ça continue à augmenter. Ouais. Donc, c'est ça, comment on se l'explique. Puis aussi, les gens arrivent avec un plus gros besoin d'être soutenus parce que quand tu te bats avec un cas plus sévère, c'est doublement épuisant. Là. Ah oui, définitivement. Les cas, ils ont augmenté aussi en sévérité, aussi parce qu'il y a des... Tu sais, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui explique. Ouais, je pense que c'est multifactoriel. Oui. Ce qu'on voit, ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau de la complexité des cas, il y a de plus en plus de comorbidité. Comorbidité. De regarder. Oui. Comorbidité, c'est-à-dire, pour les gens peut-être qui sont moins familiers avec le terme, c'est la présence de plusieurs diagnostics ou plusieurs manifestations des différents enjeux de santé mentale et physique et autres. Donc, un cas classique qu'on reçoit beaucoup ces temps-ci chez Arborescence, c'est « Mon enfant a 14 ans, il a un trouble du spectre de l'autisme, un trouble d'anxiété généralisée, il y a des enjeux suicidaires, puis à l'école, ça va pas du tout. » C'est ça. Bravo. Voilà. Fait que là, composer avec ça, c'est... Et qu'est-ce qui explique quoi? C'est tout mélangé. Ça, c'est un cas. Je pourrais donner un autre cas. Même dans le trouble alimentaire, des cas comme ça. Exact. On en a beaucoup des comorbidités. Tu sais, je vais essayer un autre lien. Ma conjointe, 27 ans, on vient d'avoir un bébé, dépression postpartum. Elle s'est fait diagnostiquer avec des traits de la personnalité limite et elle est atteinte aussi d'un trouble de conduite alimentaire qui fait que, là, le portrait... C'est grandement complexifié, là. Est-ce que la personne a commencé à souffrir de boulimie après sa dépression? Tu sais, il faut que tu saches, c'est-tu la dépression? C'est-tu l'isolement qui a provoqué ça? Est-ce que, tu sais, c'est ça, le trouble de la personnalité limite vient s'imbriquer là-dedans? On commence à traiter quoi? On commence par où? Puis là, vous devez supporter un proche qui est complètement dépassé. Oui. Mais eux aussi, comment tes soutiens, c'est une problématique tellement complexe. Si les professionnels qui interviennent eux-mêmes ont peut-être, la difficulté peut-être à savoir par où on commence, imagine le proche qui se retrouve devant la personne qui a tous ces diagnostics-là ou ces comorbidités-là. Puis on va s'entendre, en santé mentale, c'est très, très rare qu'il y a un seul enjeu. Tout à fait. Souvent, ils ont des amis, ça s'en vient en gang.
Donc, qu'est-ce que, Valérie, c'est quoi votre observation? Josée aussi, parce que vous en avez. Je veux dire, chez Aneb, on en a plein. Là, oui, non, tout à fait. Mais j'allais dire, donc, post-pandémie, vous avez eu des augmentations importantes dans les demandes d'aide. Chez Aneb aussi, on n'a jamais aidé autant de gens qu'en ce moment. Mais le réseau, il est saturé. Il n'y a pas d'aide. Puis les gens se tournent vers des organismes comme Arborescence, se tournent vers Aneb. Oui, parce que vous êtes la première ligne. Exact. Puis pour soutenir en attendant. Puis là, les proches, on s'entend que tu peux pas aller à l'hôpital pour dire ou à une clinique, je ne souffre pas directement, mais je suis un proche d'une personne qui souffre, aidez-moi. Où tu vas chercher de l'aide pour ça? Souvent, puis en même temps de t'accorder. Donc, c'est comme un peu, on crie à l'aide. On sait qu'on amène des problématiques. On n'a pas nécessairement les solutions, mais je pense que c'est important de le mentionner ou de le dire parce que, oui, on est dans il y a une crise, on le dit, hein, une crise de la santé mentale. Puis ça, la santé mentale, ça fait pas juste une victime. Ça fait tous les gens qui sont autour aussi. Mais ça a plusieurs visages, aussi la santé mentale, tu sais. Puis nous, chez Arborescence, on essaie de moins en moins d'utiliser le terme proche aidant. On parle plutôt de membres de l'entourage ou de proches. Parce que dans le terme proche aidant, c'est comme si on prend pour acquis que la personne est aidante et elle doit être aidante. Ah oui, ça donne comme une responsabilité. Un rôle additionnel. Puis on en a, nous, des proches qui disent, moi, j'ai pas envie d'être un proche aidant. Je suis pas un proche aidant, je suis sa blonde, je suis sa conjointe ou c'est ma mère. Être là pour la personne. J'aime pas... Puis aussi, ça a l'autre connotation qu'il y a une personne aidée qui doit être aidée. Alors que la santé mentale, c'est beaucoup plus nuancé. Puis les membres de l'entourage qu'on rencontre, pour beaucoup, ils ont eux-mêmes une santé mentale qui est détériorée. Dû à ça, oui. Dû à la Mais situation. c'est eux qu'on appelle proches aidants. Mais ils ont besoin d'être aidés aussi. Tu sais, fait que les termes, on essaie d'être sensible. Exact. Nous, on les appelle les proches. Oui, exact. Nous aussi, les proches, les membres de l'entourage, pour nous, ça fait sens. Puis ça revient un peu à ce que tu nommes. C'est la santé mentale, bref, elle est partout, incluant les proches qu'on rencontre chez Arborescence. Oui, qui vont avoir l'impact. Il y a une peut-être bonne nouvelle à travers nous. Un petit peu, on aime toujours garder l'aspect espoir, mais tu mentionnais que vous avez maintenant un département de crise que vous avez mis en place, peut-être pour faire face à cette nouvelle réalité-là. Peux-tu nous en parler? Oui, tout à fait. Mais en fait, souvent, ce qu'on remarquait, c'est qu'on avait des appels de proches qui étaient soit eux-mêmes en crise ou bien qui faisaient face à la crise de la personne qu'ils accompagnent. Et bien, comme tout organisme, on ouvre notre bottin de ressources de référence, puis on dit, appelez votre centre de crise, appelez... Bon. C'est quoi un centre de crise? Centre de crise, c'est des centres indépendants qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui ont une expertise en crise psychosociale. Pas juste en proche aidance, juste en crise psychosociale. En crise, oui. OK. Fait que là, le proche appelle, doit répéter son histoire. Le centre de crise traite dans l'immédiat parce qu'ils ne peuvent pas offrir de suivi. Ouais. Et là, ils nous repassent la balle après parce qu'ils ont fini leur intervention de crise. Fait que là, le proche rappelle et là, réexplique l'histoire à Arborescence. Vous vous rendiez compte que vous en perdiez un bout. Il y a du monde qui tombait. Comme là. ping-pong. Là. Du gros ping-pong. On lance la balle. Beaucoup de ping-pong. Fait qu'on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un partenariat? Donc, on a créé, ça a commencé comme ça. On a un partenariat avec 2 centres de crise. Le centre de crise Le Transit, qui est dans le 6 Centre-Sud, puis le centre de crise EMR, Équipe Mobile Résolution. Pour que il y ait des intervenants et dans le centre de crise et chez Arborescence qui collaborent, qui sont comme des dyades, finalement, au niveau des dossiers des membres de l'entourage. Ça l'a vraiment permis aux proches de passer d'une ressource à l'autre avec beaucoup plus de fluidité et de cohérence. Et ça l'a amené à... Il y a eu une demande incroyable, ce projet, suite à la mise en place de ce projet-là. C'est ça. La ça demande, répondait. Ça répond à un besoin réel. 100%. Puis là, ça a même fait qu'on a maintenant des collaborations avec ESUP, les équipes d'urgence psychosociale, qui sont en partenariat avec le SPVM. Donc maintenant, quand il y a des appels au 911 et il y a la présence d'un membre de l'entourage sur le lieu de crise, la référence est automatique à notre équipe crise. Donc, le 911, c'est pour prendre en charge la personne qui est en crise et vous, automatiquement, vous allez être disponible pour le proche. Dans les quelques heures qui suivent. Le proche qui, lui, voit la personne qu'elle aime en crise puis qui doit composer avec ça. Parce que
c'est un trauma aussi de C'est voir traumatique. quelqu'un. Oui, oui. Est-ce que vous allez sur les lieux? Oui, OK. on va à domicile. OK. Mais par est-ce l'intervention. que ça existe, surtout, ça existe chez Arborescence, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on voit ailleurs? Non, pas beaucoup. Il y a des organismes, il me semble, là, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais nous, on est un organisme sous la Fédération du Cap Santé Mentale, qui est le regroupement de tous les organismes pour les proches au Québec, en santé mentale. Puis, le volet crise, il y en a d'autres, je pense, entre autres, à la Rive-Sud, la Montérégie, qui ont des services de crise. Ça commence là, un petit peu à droite, à gauche, donc je peux pas dire qu'on est les seuls, mais ça reste que c'est assez innovateur parce qu'on voyait pas ça jusqu'à tout récemment, là, des organismes de crise pour les proches qui peuvent aller vraiment sur les lieux. Non, moi, je savais pas que ça Ensuite, existait. Moi, Ouais. j'en prends bonne note, en Oui, tout cas. puis, mais toi, c'est de là que le message de sport, un peu, donc il y a des choses qui se Sont font mis en place. Ben pour, oui. qui sont mis en place. Mhm. Aux proches qui nous écoutent, Valérie, ça serait quoi les conseils que tu donnerais puis que vous donnez aux proches Mhm. pour qu'ils se soutiennent eux-mêmes? Mhm. Parce que dans le fond, c'est un acte, c'est pas égoïste parce que quand on se soutient nous, on est plus présent pour notre proche. On peut aussi être le plus longtemps pour notre proche. C'est au lieu de se retirer un moment parce qu'on est juste comme dans l'épuisement total. Mhm. Donc, tu sais, c'est un acte d'amour aussi de se soutenir comme proche. Définitivement. Et un acte d'amour aussi envers l'autre. Oui. Je vais donner un mini cas clinique, un souvenir que j'ai d'une cliente que j'accompagnais qui, sa fille, elle avait justement un trouble de conduite alimentaire puis un trouble de personnalité limite. Donc, elle avait cette comorbidité. Puis la maman, elle était toujours avec sa fille. Toujours, parce qu'elle avait peur que si elle quittait, que sa fille allait commettre un acte d'automutilation ou un acte suicidaire. C'était particulièrement ses deux plus grandes peurs. Et elle avait complètement arrêté d'exister. Cette maman-là, elle n'existait plus, elle était toujours en soutien à son enfant, présente pour son enfant, qui avait 20 ans à l'époque. Puis on a travaillé ensemble, justement, l'importance de prendre soin de soi. Ça a l'air cliché, mais l'importance de prendre soin de soi. Puis la maman, ce qu'on avait convenu, le premier défi, elle adorait la danse, elle a toujours fait de la danse. Elle a dit, OK, je vais retourner dans un studio, mais je vais y aller 1 demi-heure par semaine. C'est un petit pas, mais oui, il y a une ouverture de s'occuper d'elle. Elle l'a mis en place et sa fille lui a dit que quand la mère allait à la danse, elle ne se sentait plus responsable de son malheur. Fait que même l'enfant se sentait déresponsabilisé d'amener du malheur à sa mère. Fort, hein? Fait que quand je le dis aussi parce que des fois, on pense que c'est juste nous puis qu'on est égocentrique. Oui, c'est nous puis c'est important qu'on soit centré sur nous, mais il y a aussi des impacts sur la relation puis sur l'autre. Puis ça, il ne faut pas le minimiser parce que ça existe. C'est là, nous, on le voit, ce constat-là, souvent dans notre clientèle. Un autre point que j'aimerais dire par rapport au prendre soin de soi, si on veut, tu sais, il y a la fameuse, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais la fameuse consigne en avion de mettre le masque d'air sur soi avant de le mettre sur l'autre. Je l'apprends. Oui, c'est ça. Je l'aime bien, celle-là. Ouais. Mais c'est évident quand on est en santé physique. On dirait qu'il y a quelque chose du corps humain qu'on comprend qu'on n'a pas de pouvoir sur le corps humain d'une autre personne, puis sur nos poumons, puis sur l'oxygène. Fait que je comprends que si on manque d'oxygène, il faut que moi j'en ai pour pouvoir en donner à l'autre. Ça, c'est clair. Santé mentale... On n'a pas fait on n'a pas fait ce lien-là. Mais il est tout aussi vrai. J'ai souvent dit à des clients, si votre enfant vous appelle un soir parce qu'elle a l'impression de faire une crise cardiaque, vous n'allez pas dire « Attends un peu, je m'en viens », faire les manœuvres, se croiser les doigts que ça aille mieux, je reste pour la nuit. C'est pas ça qu'on fait. Non. On appelle le 911 directement. On se pose même pas de questions. Ouais. Santé mentale, on n'a pas ces mêmes réflexes-là, ce qui fait qu'on se met beaucoup sur les épaules. Fait que le self-care, le prendre soin de soi, la capacité à prendre un certain recul, à mettre ses limites, à responsabiliser l'autre. À référer à des spécialistes en pensant que nous, oui, je m'en viens, au lieu de dire, comme la crise cardiaque, je te réfère, tu as besoin d'avoir un spécialiste. Tout de suite, nous autres, non, j'aime bien ton analogie. Donc, référer quand c'est des cas de crise, c'est important de s'assurer que la personne est prise en charge. C'est pas nous qui pouvons le faire. Non. Puis ça, c'est attention parce qu'à long terme, il y a une dépendance qui se crée. Oui. Puis le proche a l'impression qu'il ne peut plus vivre parce qu'il est le centre de crise, il est le 911, il est l'urgence. Mais ça fait que si j'ai un week-end d'amis, si j'ai un souper au travail, si je veux faire un voyage avec mon conjoint, je sens que je peux pas. Non.
Puis on vient à penser que c'est ça, c'est que la personne ne pourra pas se mobiliser ou tout dépend de nous. Puis tu viens à penser que tu es indispensable. Oui. Et ça, c'est un piège aussi. Parce que là, tu te permets jamais puis tu es dans le cercle. Alors que c'est des fois quand on se retire un peu, qu'on laisse à l'autre personne, elle, l'obligation de se prendre en charge. Tu sais, quand... Tout à fait. C'est de la responsabilisation. La responsabilisation. Exact. Puis, ce que j'aurais envie de dire aux membres de l'entourage qui nous écoutent, c'est que on fera pas semblant que c'est facile, là, faire ça. Ça demande de tolérer le risque. Parce qu'il y a un risque quand on prend une distance. C'est un élément important. Tu sais, quand tu parlais l'inquiétude de l'automutilation, le suicide, qui est très présent pour beaucoup de notre clientèle chez ANEB. Puis, c'est tellement... C'est ça... Mais il arrive un moment où, si tu es obligé d'être toujours collé sur la personne parce que tu as peur qu'elle s'enlève la vie, c'est pas une vie pour toi non plus. Et tu la préserves pas nécessairement. Et tu la préserves pas nécessairement. C'est ça l'affaire. C'est là de tolérer le risque. Mais ça a l'air inhumain quasiment de dire ça. Puis je le sais pour l'avoir déjà reçu, ce commentaire-là, de dire faut que tu prennes le risque. Là, tu es en train de me dire qu'il faut que je prenne le risque que peut-être mon enfant peut s'enlever la vie. C'est inhumain. Je l'ai. Ouais. Mais c'est pas humain Non. Fait que je comprends les deux. Là. Et on protège pas plus à long terme. C'est ça qu'il faut On accepter. crée une dépendance. Ouais. Et si on n'est pas là une fois, on risque d'augmenter le risque que ça se produise. Fait que c'est dynamique, là, une relation. Puis je suis maman, comme je l'ai dit, je suis maman moi-même. On me dit, moi, je travaille chez Arborescence depuis 10 ans. Là, je sais tout ça. Là. Ça arriverait à mon enfant. Moi, j'arrête de vivre. Là. Ouais. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me dit, Valérie, là, je vais te soutenir, là, je vais t'écouter, on va s'asseoir, puis oui, ça va passer par une tolérance au risque. Oui, je vais avoir besoin d'être accompagnée. C'est pas parce que je travaille là-dedans que si ça m'arrive à moi, je vais être complètement détachée. On a besoin de soutien. ton chapeau de maman. Ben, c'est ça, puis on le dit souvent. oui. Hein, le parent, le proche, n'est pas un thérapeute, Non, n'est c'est pas un pas un intervenant. Donc, Puis on peut le pas jouer pense ce au rôle. début. Oui, C'est on ça peut que- pas jouer ce rôle-là. Non. C'est important, on le rappelle tout le temps, puis c'est important que ça soit entendu. Parce qu'au début, tu t'en rends pas compte, puis tu penses que tu peux le faire. Surtout, n'importe qui, je pense que ça soit même pour un versus un parent, un enfant versus un parent plus vieux Tout à ou fait. un conjoint ou un frère. Je pense que les proches, des fois, vont se donner le chapeau d'intervenant. Oui, puis tu sais, on disait tolérer le risque, mais tolérer aussi que ça peut faire mal. Oui. Tu sais, de se Que ça retirer, va faire que ça va faire mal, Ouais. effectivement. Tu sais, comme parent, parce que moi aussi, je suis maman, tu sais, voir mon enfant souffrir, Non. ça peut briser Invivable. le cœur, puis je veux tout faire pour pas C'est que aussi souffrant. le ouais. proche, que mon enfant souffre. Ouais. là. Fait que, tu sais, de prendre un pas de recul, c'est aussi tolérer ça. Ouais. D'où l'importance d'être accompagné, Oui, puis d'avoir exact. du soutien. C'est tellement important. Exact. Qu'est-ce qu'on voudrait reconnaître pour soutenir ou valoriser les proches? Évidemment, la reconnaissance, mais l'accueil aussi, le temps. Puis c'est ça qu'on n'a pas beaucoup, je pense, ces temps-ci. C'est on n'a pas de temps, tu sais. Puis quand on est face à un membre de l'entourage, on a besoin de temps pour écouter son histoire. Il y a une part aidante de famille qui travaille chez Arborescence qui connaît un peu l'approche narrative et l'importance de raconter son histoire. Les membres de l'entourage, ils ont besoin de raconter et de re-raconter Et d'être entendu. et d'être entendus. C'est pas de tout solutionner, même s'ils arrivent avec ce souhait-là, ne serait-ce que de prendre le temps de les entendre. Oui. C'est un gros pas dans la bonne direction. Pour ça, il faut du temps. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque. À certains égards, à certains endroits, pas pour mal faire parce qu'on est tous un peu en manque de temps, mais nous, c'est ce qu'on essaie vraiment de mettre de l'avant, c'est l'espace-temps, le temps qu'on peut accorder à la personne qui est en face de nous pour qu'elle puisse exister dans son histoire. Pas juste dire, OK, j'ai 2 questions, est-ce qu'on peut... Est-ce que je peux juste poser mes questions? Puis vite, tu sais, on peut-tu... c'est le médicament, puis OK, bye, merci. Mais moi, je repars avec... Attends, mais moi, j'ai peur. Moi la nuit, je dors pas parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans sa chambre. Moi, la nuit, ma mère est tout seule dans son appartement, puis je sais qu'elle fait de l'errance. Oui. Puis qu'elle pense qu'il y a des gens qui vont rentrer dans son appartement, fait qu'elle crie. Fait que là, moi, je suis supposée... m'endormir paisiblement et espérer au petit matin que tout se soit bien passé. Tu sais, il manque l'espace où ça peut exister.
qu'un proche peut raconter son histoire puis qu'il n'y ait pas juste justement qu'il arrête d'être le proche de X, Y, Z qui a un trouble alimentaire, qui souffre depuis des années et qui est juste personne X qui, elle, souffre. Donc, en le fait, c'est d'arrêter d'avoir l'étiquette de proche à un moment puis d'être toi la personne qui reçoit le soutien. C'est ce que j'entends, Josée. Je vois que tu dis non, je suis entièrement d'accord avec ça. Avec ce que vous dites. Là. J'aime ça te donner le mot de la fin, la question de la fin pour Valérie. Y a-t-il quelque chose, Josée, que tu penses qu'on n'a pas souligné quand on parle des proches, de leur réalité? Vraiment, je pense que c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, je suis curieuse au niveau des proches aidantes familles. Parce que je me rappelle, j'avais fait un webinaire avec des spécialistes en Europe. Et en trouble alimentaire, il y avait des proches aidants familles, où il y avait des familles qui avaient passé à travers le trouble alimentaire, qui allaient chez la famille de la personne qui souffrait. Une famille qui passe par là, qui accompagnait cette famille-là. Wow! C'était vraiment... c'est intéressant parce que la fratrie peut aider la fratrie. Exactement. C'était très innovant comme approche. Puis ici, je ne connais pas en trouble alimentaire de cette approche-là, mais... J'ai jamais entendu parler. Vous faites ce genre d'intervention-là? Oui, exact. Vous le faites chez Arborescence? Oui, on a une équipe de 8 parents aidants et parents aidantes familles. Donc, en fait, ce sont des professionnels de la relation d'aide qui travaillent chez Arborescence et qui offrent des services, mais à partir de leur savoir expérientiel. Donc, ce sont eux-mêmes des membres de l'entourage, de personnes vivant avec des enjeux de santé mentale qui vont accueillir, soutenir, écouter, accompagner des membres de l'entourage. Donc, c'est par et pour, si on veut. Chacun de nos groupes d'entraide sont co-animés par une intervenante psychosociale et une parent aidante famille. Donc, il y a vraiment quelque chose de complet dans l'approche où, oui, on est dans potentiellement la mise en place d'un changement, l'élément plus psychoéducatif, informatif que l'intervenante peut amener de par son bagage, mais aussi tout le côté « je te comprends ». Moi aussi, je suis passée par là. Ça vaut beaucoup. Ça parce vaut que énormément. Quand je suis passée par là, tu as de la crédibilité automatique. Automatiquement. Donc, c'est quoi que vous retirez de ces groupes-là? C'est quoi les commentaires ou vos observations par rapport à ces groupes de familles-là, des familles pères aidantes? Oui, on les appelle les pères aidants familles. Bien évidemment, on a la chance d'avoir une clientèle qui est engagée puis qui répond à l'appel de fois en fois. Fait que je pense que ça répond à leurs besoins. Les commentaires qu'on reçoit, c'est l'importance de cette complémentarité-là. Puis nous, on est très sensibles au parcours du membre de l'entourage parce qu'il y a des gens qui arrivent puis... Par exemple, je donne un autre exemple de rôle. Mon frère vient d'être hospitalisé. Mes parents sont vieillissants. C'est moi qui est responsable de mon frère qui est en psychose, par exemple. Oui, puis ça, c'est vrai pour la fratrie. Quand les parents sont vieillissants, oui. C'est un problème qui continue. Ça devient leur responsabilité. Tout à fait. Puis là, là, j'ai juste besoin, moi, de parler à quelqu'un. Là. Je trouve ça juste trop. Là, c'est trop. Mais là, il y a un parent aidant famille qui, comme, moi, je suis là pour t'écouter. On peut jaser, je peux te partager un peu mon vécu. Fait qu'il est là, il est dans l'accueil. Oui. Puis là, à un moment donné, cette même sœur-là dit « OK, mais là, je suis rendue à l'étape où moi, j'ai envie de savoir comment je peux aborder ça avec mes parents, comment je peux entretenir une relation avec mon frère, sachant que psychologiquement, il est ailleurs. Qu'est-ce que je peux mettre en place? C'est quoi mes limites? Je sais pas, mais là, on va passer ça vers le volet de l'intervention psychosociale. On va aller travailler des choses avec cette personne-là, cette sœur-là. » Donc, c'est un continuum. Puis en créant, en mettant de l'avant ces deux approches-là par le groupe ou en individuel, on est comme en train d'accompagner le membre de l'entourage exactement où il est, au moment où on a besoin d'être, tu sais. Donc, c'est ça la plus-value, je dirais, là, de notre approche. Puis on est super content de cette collaboration-là d'équipe. Là, c'est hyper riche. Moi, j'ai vu le avant et le après la parent aidance famille. Puis ça fait 10 ans que je suis là. Puis ça fait à peu près 6 ans que la parent aidance famille est arrivée chez Arborescence. Et ça amène... Ça a ouvert des portes incroyables. C'est un beau concept. Je suis sûre que j'aurais... C'est vraiment, là, pour les familles, ça doit faire une différence. Valérie, le mot de la fin? Bien, d'abord, merci parce que, tu sais, je parlais d'invisibilité au début de la rencontre, puis des événements, des moments comme ceux-là, ça enlève un peu
de l'invisible. Tu sais, fait que je pense que juste de permettre ça aujourd'hui, c'est énorme. Puis moi, j'aurais envie de dire aux proches qui nous écoutent, c'est une petite phrase toute simple que j'aime nommer parce que pour moi, j'ai l'impression qu'elle fait du sens pour eux. C'est d'inviter les gens à venir vers nous et leur dire qu'ils ne vont jamais nous déranger. Vous n'êtes pas dérangeants. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Puis des fois, on se dit, ben peut-être c'est pire ailleurs. J'ai-tu vraiment besoin d'aide? C'est pas moi qui souffre, c'est l'autre. Puis il y a sûrement des proches que c'est bien pire, qui se sentent eux-mêmes illégitimes dans leur propre souffrance. Puis moi, j'ai envie de leur dire, cognez à notre porte. Vous n'allez pas nous déranger. Vous êtes bienvenus, puis on va prendre le temps qu'il faut pour être là pour vous. C'est un beau message. Merci beaucoup, Valérie Fortier. Merci d'être là pour les proches. Puis je sens beaucoup d'humanité et de sagesse, fait que je peux imaginer qu'un proche soit bien accueilli. Merci toujours, Josée. Merci à deux. Puis le balado, dans le fond, pour les proches, qui est ton initiative, c'est justement pour enlever cette invisibilité-là, outiller les proches, ceux qui n'ont pas accès des fois à se déplacer ou en complémentarité à des services comme ça, de trouver des mesures de soutien. Tu sais, des fois, juste une écoute comme ça, t'entends 2-3 choses qui te font du bien, qui parlent de ta réalité. Alors, vous prenez le temps d'écouter le balado, fait que vous êtes déjà dans un espace où vous vous accordez du temps pour vous puis pour reconnaître votre réalité. Fait qu'on vous salue pour ça. Et puis, notre prochain épisode, on va partager avec une Olympienne et la nutritionniste qui travaille avec elle. On parle de la relation avec la nutrition, le corps dans le sport de haut niveau. On vous dit à bientôt. Le but de ce balado est d'apporter de l'aide et de l'information aux proches d'une personne atteinte d'un trouble alimentaire. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à souffrir en silence. Pour de l'aide additionnelle, ANEB offre une ligne d'écoute, un service de clavardage, de textos et des groupes de soutien conçus pour les proches. Pour plus d'informations, visitez anebquebec.com.